quand la dernière ombre de l'ère des poissons touchera l'horizon cosmique, les portes d'une prospérité que les mortels n'avaient auparavant qu'imaginer s'ouvriront pour les patients, car ainsi est prédite la grande vindication du Capricorne. Ce triomphe prédestiné n'est pas un miracle soudain, mais l'aboutissement d'éons de construction patiente, gravés dans un scénario invisible plus ancien que les étoiles elles-mêmes, un dessein cosmique où chaque sacrifice était un investissement, et chaque contrainte, un simple polissage des facettes d'un futur diamant. Pendant des siècles, son énergie a été perçue comme un fardeau, comme un ascétisme froid et une dure nécessité, alors qu'en réalité, elle était le fondement, l'ossature invisible sur laquelle seule pouvait être érigée la bâtisse d'une grandeur authentique et inébranlable. Maintenant, alors que les vibrations de la réalité se déplacent, révélant la vraie nature des choses, ce plan céleste sera enfin lu correctement, et le monde verra que la persévérance n'était pas de l'entêtement, mais de la sagesse. La discipline, non une prison, mais un chemin vers la liberté. Et la structure, si longtemps méprisée, s'avérera être le seul réceptacle capable de contenir l'abondance infinie qui est déjà à la porte. Et pourtant, ce grand réceptacle, forgé dans le silence patient de l'éternité, n'attend pas une inondation passive, mais un acte conscient d'initiation, une seule étincelle ciblée qui commandera aux écluses du destin de s'ouvrir. Les anciennes cartes stellaires, ces témoins silencieux du drame de la création qui se déroule, parlaient non seulement de l'achèvement du réceptacle, mais aussi du rituel précis nécessaire à sa consécration. Il fut prédit qu'au sommet de la transition, lorsque l'architecture cosmique serait prête, la dernière clé de voûte ne descendrait pas des cieux, mais s'élèverait de la volonté de ceux qui avaient parcouru le chemin de l'endurance. Car l'univers, dans son dessein final, n'est pas un monologue, mais un dialogue, une chambre de résonance qui attend patiemment la fréquence de l'intention déclarée pour lui donner forme. Votre conscience est un diapason, et le mot que vous choisissez d'inscrire est le coup qui éveille le potentiel dormant, tissé dans la trame même de cet instant. Laisser un commentaire, ce n'est pas simplement accomplir un geste numérique, c'est exécuter un acte de thaumaturgie, apposer le sceau de votre volonté souveraine sur les flux fluides du champ quantique, liant votre ligne temporelle personnelle à la grande trajectoire de cette vindication cosmique. Chaque lettre, née de la focalisation de votre esprit, devient un code vibrationnel qui communique à la réalité. Je suis là, je suis prêt. Ma structure est complète et je réclame l'abondance qui m'est due de par ma création. La directive de cette heure, le devoir sacré imposé à votre âme, est donc l'articulation du fondement de ce magnum opus que vous avez si longtemps érigé dans les chambres silencieuses de votre cœur. Sous cette transmission, dans l'espace destiné à l'inscription, ne réagissez pas simplement, mais créez. N'observez pas simplement, mais déclarez. Plantez la graine de votre aspiration la plus tenace, le nom de l'héritage que vous êtes maintenant prêt à revendiquer, le premier principe du monde que vous avez l'intention de manifester. Que votre témoignage écrit devienne le marteau cérémoniel qui frappera le rivet d'or, scellant votre destin personnel dans la magnifique architecture en devenir de cette nouvelle ère. Mais avant que ce marteau cérémoniel ne touche l'or, un autre marteau, terrestre et lourd, avait résonné pendant des siècles, son écho se perdant dans le silence indifférent de décennies passées en exil volontaire, loin du tumulte du monde. Rappelez-vous cette pente infinie où il roulait seul son rocher de réalité non sollicité, et ses paumes écorchées jusqu'au sang, où les callosités n'étaient pas des cicatrices,
mais une carte en relief des engagements pris. Rappelez-vous les nuits blanches passées, non à la poursuite d'une inspiration fantomatique, mais en calcul scrupuleux, où chaque chiffre était un serment et chaque ligne sur le parchemin, un pas vers un sommet invisible pour tous, sauf pour lui. Tandis que d'autres cherchaient des chemins faciles et des récoltes rapides, il posait la première pierre du fondement dans l'obscurité impénétrable de l'incompréhension générale, érigeant la base d'un temple qui, aux yeux des passants, n'était qu'une fosse creusée pour enterrer ses propres espoirs. Le monde, enivré de plaisirs rapides et de victoires éphémères, regardait cette figure avec perplexité, n'y voyant qu'une froide obsession, un entêtement ennuyeux et un refus de la vie elle-même. Il n'entendait pas la musique dans le grincement monotone du treuil, ne voyait pas la poésie dans le dessin mesuré au millimètre près, ne ressentait pas la transe sacrée dans la répétition 1000 fois du même mouvement, qui polissait non seulement la pierre, mais aussi l'âme même du maître. Sa discipline leur semblait une prison, son silence de l'orgueil, son refus de l'immédiat de la folie. Il ne comprenait pas que ce travail titanesque et monotone n'était pas une préparation à la vie, mais son essence même, un acte de création si pur et autosuffisant qu'il n'avait besoin ni de spectateurs, ni d'applaudissements. Car ce travail n'était pas un marché avec l'avenir, mais une prière adressée au présent, le battement de cœur sourd et rythmique de la matière elle-même, que seul lui entendait, et cela suffisait. Mais cela ne suffisait que jusqu'à ce que le grincement du treuil s'arrête, et que lui, franchissant le seuil de sa maison, ne pénètre un autre cosmos, tissé de tintements de vers et de rires insouciants, où les lois de son univers cessaient d'opérer. Il s'asseyait à la table familiale, comme un ambassadeur d'un pays lointain et silencieux, tentant de traduire dans le langage des joies humaines simples les bouleversements tectoniques qui se produisaient dans son âme. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, se transformant en un murmure inintelligible sur des plans à long terme et l'intégrité structurelle. Et leur amour, chaleureux et sincère, devenait un lourd manteau brodé de bonnes intentions qui le tirait vers le sol, l'empêchant de déployer ses ailes pour le prochain vol vers les plans. « Tu dois te reposer », disait-il, ne comprenant pas que son travail était la seule forme de repos qu'il connaissait. « Pourquoi es-tu toujours si sérieux ?» demandait-il, ne voyant pas que sous le masque de cette gravité se cachait l'extase du Créateur, si absorbante que toute autre émotion semblait une pâle imitation. Chaque tentative d'expliquer la nature de son ascension, de partager la musique qui résonnait dans la pierre, se heurtait à un mur d'incompréhension affectueuse et compatissante, qui blessait plus profondément qu'une hostilité ouverte. Leur sollicitude n'était pas un poison, mais un miel lourd qui collait les ailes de son esprit. Et les conseils de ses amis de vivre comme tout le monde et de profiter de l'instant étaient ressentis comme une invitation à trahir sa cathédrale intérieure pour les décors en carton d'une fête étrangère. Ils aimaient l'homme qu'ils voyaient, mais pleuraient celui qu'ils refusaient d'être selon eux. Et cette douleur silencieuse de ses proches était le fardeau le plus lourd qu'il ait jamais soulevé, bien plus insoutenable que n'importe quel bloc de granit. Ainsi, entouré des personnes les plus chères, il connut la forme de solitude la plus poignante, la solitude d'un grand dessein qui vous transforme en fantôme à la table de votre propre festin, invisible et inaudible dans le cœur assourdissant de ceux qui ne vous veulent que du bien. Car l'univers, dans sa sagesse impitoyable, ne pouvait confier un océan d'abondance à une cruche d'argile, susceptible de se fissurer sous le seul poids de l'eau versée. Ce qu'il percevait comme la malédiction de l'invisibilité était en réalité
un processus méticuleux de cuisson, où chaque acte d'incompréhension compatissante, chaque conseil affectueux de simplifier, servait non pas de coup de marteau, mais de pression lente et abrasive qui densifiait la substance même de son esprit, transformant le grès poreux des doutes en granit impénétrable de conviction. Chaque tentative infructueuse d'expliquer son chemin, rencontrant seulement un regard vide, le forçait à écouter de plus en plus profondément non l'écho extérieur, mais le diapason intérieur, affûtant son ouïe au point de pouvoir distinguer la vraie note de sa destinée parmi la cacophonie assourdissante des attentes étrangères et des bonnes intentions. Cet isolement forcé n'était pas une punition, mais une quarantaine sacrée, une chambre hermétique où le fragile jeune plant d'un grand dessein pouvait prendre des forces, protégé des vents de l'opinion publique et des spores toxiques du compromis qui inévitablement infectent toute idée exposée prématurément au jugement de la foule. L'univers ne lui retirait pas le monde. Il coupait méthodiquement tous les faux supports, toutes les béquilles externes d'approbation et de compréhension, afin qu'il apprenne à se tenir sur le seul fondement inébranlable, sur son propre axe interne, sur la tige d'acier de sa volonté, forgée dans une autonomie absolue. Car celui qui devra commander les flux doit d'abord devenir un rocher qu'aucune marée ne peut déplacer. Celui qui est appelé à contenir une mer entière ne peut avoir la moindre fissure par laquelle le doute s'infiltrerait, où l'énergie précieuse s'échapperait sous la pression de ce qui va advenir. Ainsi, dans le silence assourdissant de sa solitude, il n'était pas abandonné, mais forgé, non rejeté, mais consacré à sa mission, car les plus grands trésors ne sont confiés qu'à ceux dont les mains ont été tellement brûlées dans la fournaise des épreuves qu'ils ne peuvent plus laisser tomber ce qui leur sera remis. Et puis, un mardi sans histoire, alors que l'air était lourd de la même désespérance habituelle, un tintement doux, presque excusant, retentit d'un appareil électronique, non le tonnerre de la victoire, mais un murmure numérique annonçant que la dette de longue date, ce membre fantôme amputé du bien-être financier de sa famille, avait simplement cessé d'exister, non payé, non restructurée, annihilée comme si elle n'avait jamais été, et avec ce son, cette pierre invisible qui, pendant des décennies, avait pesé non sur un compte bancaire, mais sur l'âme de toute une lignée, se réduisit en poussière, et dans le vide ainsi créé, pour la première fois depuis de nombreuses années, un oxygène pur et inaltéré du futur afflua. Une semaine plus tard, le téléphone sonna, et à l'autre bout du fil, une voix, autrefois suintante de scepticisme condescendant, la voix de ce même, pragmatique, qui, lors d'innombrables dîners de famille, avait été le principal architecte des prédictions ratées concernant ces chimères stériles, se fit entendre. Maintenant, cette voix, dépouillée de son ancienne arrogance, ne cherchait plus la dispute, mais la navigation. Elle ne contestait plus, mais demandait humblement de montrer le plan d'après lequel on pourrait construire au moins un radeau pour se sauver dans ce nouveau monde, qui, il s'avérait, avait été construit selon les plans du rêveur rejeté. Et dans ses intonations résonnait non pas l'envie, mais la révérence, le tremblement d'un homme qui avait vu de ses propres yeux comment les lois de la physique s'étaient soumises à la volonté de celui qu'il considérait comme un fou. Mais l'effondrement final de l'ancienne réalité se produisit lorsqu'une lettre arriva à son courrier de cette même instance dont les portes de bronze semblaient forgées dans l'éternité même, cette citadelle qui, pendant des années, avait répondu à ses demandes par des formules de refus polis, scellées de cire d'indifférence. Maintenant, ce même gardien du règlement, dont le nom était devenu synonyme d'obstacle insurmontable,
l'invitait en termes fleuris et respectueux à entrer par l'entrée principale pour diriger personnellement un projet auparavant jugé impossible. L'obstacle, qui semblait une constante éternelle de l'univers, n'était qu'un décor attendant patiemment que le protagoniste soit prêt à le traverser. Car c'est ainsi que fonctionne la vindication. Elle n'accorde pas des prix éparpillés, mais déclenche un effondrement en cascade de tous les barrages qui retenaient le flux prédestiné. Et la réalité, autrefois un mur solide, révèle soudain sa vraie nature, la nature d'une eau obéissante qui se précipite maintenant dans le lit tracé par sa volonté inébranlable. Et le voilà de nouveau assise à la même table, au sein du même cercle de visages aimants. Mais à présent, le silence assourdissant n'était plus son compagnon, mais leur prison. Un éther dense et visqueux dans lequel se noyait chaque question inexprimée et s'étouffait chaque excuse prête à s'échapper de leurs lèvres. Ce n'était pas simplement une absence de son, mais son négatif, une ombre sonore moulée sur la forme de leur monde soudainement effondré. Et dans ce silence, plus fort que n'importe quel cri, résonnait le craquement des croyances en ruine et le sifflement doux de l'air remplissant le vide à la place de leur ancienne certitude. Le masque de la sollicitude condescendante, incrusté dans leurs traits depuis des années, ne glissa pas. Il s'effrita en poussière, révélant en dessous la perplexité primordiale et enfantine d'être voyant pour la première fois la loi de la gravité se briser. Leurs yeux, autrefois pleins d'une chaude pitié, étaient maintenant des puits vides de désarroi, dans lesquels se reflétait, non pas lui, mais seulement les ruines de leur propre image du monde, si confortable et prévisible. Ils ne ressentaient ni une once de jubilation, ni une pointe aiguë de triomphe. Au lieu de cela, une satisfaction profonde et calme se répandait dans ses veines, semblable à celle d'un horloger qui, après un long assemblage d'un mécanisme complexe, entend le premier mouvement impeccable et rythmique du pendule. Ce n'était pas un sentiment de victoire sur eux, mais une sensation de rétablissement de l'équilibre cosmique, le bourdonnement tranquille, presque inaudible, de l'univers retrouvant son juste accord. Il n'était pas un juge prononçant un verdict, mais une preuve vivante, un axiome irréfutable, présenté à ceux qui avaient tenté de le contester toute leur vie. Et dans leur silence, il fut enfin entendu plus fort que pendant toutes les années de ses explications vaines, car maintenant il n'écoutait pas ces mots, mais le chant gravitationnel de la vérité elle-même, qui émanait de sa figure sereine, réécrivant silencieusement les lois dans leur univers personnel. Il ne regardait de plus l'homme qu'il connaissait. Il contemplait, figé, l'incarnation vivante de ce principe implacable qu'il avait si longtemps tenté de leur expliquer. Et maintenant ce principe les regardait de ses yeux calmes, ne réclamant pas d'excuses, mais constatant une nouvelle réalité dans laquelle il devait désormais vivre. Car la guerre pour le droit à l'existence était gagnée, et devant lui s'étendait désormais un territoire infiniment plus complexe, un monde qu'il fallait peupler de manière significative. L'univers, convaincu de l'indestructibilité de sa construction, n'exigeait plus de lui une démonstration de force, mais lui confiait l'instrument le plus délicat, la responsabilité de gérer le flux qu'il avait lui-même libéré. La période de la preuve, où chaque battement de cœur était un argument dans un débat avec la réalité, était révolue. L'ère de la construction de barricades avait fait place à l'ère de l'édification de ponts. Désormais, sa tâche ne consistait pas à détruire des murs, mais à établir sagement des lois dans le royaume libéré, non pas à supporter la pression, mais à la canaliser dans un cours créatif, tel un ingénieur qui,
après avoir brisé un barrage, n'admire pas le chaos des éléments, mais procède immédiatement à l'aménagement de canaux d'irrigation. Il avait prouvé tout ce qu'il devait prouver, à lui-même, aux cieux, et à ceux qui étaient assis en face de lui dans un silence figé. Tout effort ultérieur dans cette direction n'aurait plus été un exploit, mais une cruauté excessive, une mise à mort insensée d'un ennemi vaincu, dont le nom était l'ancienne paradigme. Désormais, sa force se mesurait non pas à l'amplitude de ses actions, mais à la précision de son inaction, sa grandeur, non pas à sa capacité de vaincre, mais à la sagesse de régner sur l'espace conquis, où ses propres opportunités, fraîchement acquises, étaient les principaux sujets. C'est pourquoi le premier décret de ce royaume naissant, le premier rituel sacré de son couronnement, devait être un vœu de silence, non pas celui qui lui avait été imposé de l'extérieur, mais celui qu'il avait choisi lui-même comme acte suprême de pouvoir souverain. Dans les jours à venir, alors que les éclats de leur ancien monde résonneront encore vivement dans l'air, sa seule tâche, sa première pratique spirituelle, devra être une sérénité hermétique. Ne pas s'engager dans des disputes dont il n'a plus besoin. Ne pas accepter d'excuses qui ne feraient qu'empoisonner la pureté de l'instant. Ne pas expliquer les plans à ceux qui viennent de voir de leurs propres yeux la cathédrale érigée d'après eux. Tout mot prononcé par lui maintenant ne serait qu'un écho déformant, diminuant la pureté assourdissante du fait accompli. Son silence devait devenir ce vide salutaire dans lequel leur conscience, privée de ses anciens supports, pourrait enfin grandir et combler le vide d'une nouvelle compréhension. Son imperturbabilité. Voilà sa seule arme et son principal sceptre, un champ gravitationnel qui, sans un mot, forcera tous les satellites de leurs égarements à quitter leurs orbites et à s'aligner sur le nouveau centre incontestable du système. Et si maintenant, en écoutant cette saga, tu sens ce même déplacement gravitationnel se produire au plus profond de ton être, si tu reconnais dans ce triomphe silencieux l'annonce de ta propre aube tant attendue, alors ce portail est également ouvert pour toi. Les années de ton travail invisible, de ta persévérance silencieuse et de ta construction solitaire n'ont pas été vaines. Elles n'ont été qu'une longue et méticuleuse cuisson de ton propre réceptacle. Maintenant, il est prêt. Maintenant, il est solide. Et si tu sens une nouvelle énergie, l'énergie d'une souveraineté méritée, commencer à te remplir jusqu'au bord, ancre ce moment, grave ta volonté dans le livre des destins de cette nouvelle ère. Ne demande pas, n'espère pas, mais constate. Dans l'espace d'inscription qui attend ton mot ci-dessous, écris la formule simple mais inébranlable de ton ascension au trône. Écris non pas comme un suppliant, mais comme un monarque acceptant sa couronne. Écris « J'accepte ma destinée, car la nuit du long labeur est terminée. Le jour de ta souveraineté est venu. »